Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Atelier de formation pour les agents commerciaux de la société Djibouti Télécom. Et dans l'actualité internationale, cet accord partiel conclu entre la Chine et les États-Unis concernant la guerre commerciale qui les oppose. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le gardien de deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a adressé ce matin un message de condoléances au président de la République Ismaël Omar Guelleh suite au décès de son frère cadet Saad Omar Guelleh. Le roi Salman a écrit: je vous présente, monsieur le président, mes sincères condoléances et je demande à Dieu Tout-Puissant de faire de sa miséricorde et de son pardon et de l'accueillir, le défunt frère du président Guelleh, dans son paradis éternel et de vous préserver de tout mal, a précisé dans son message le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De son côté, le prince héritier Mohammed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a transmis un message similaire au président de la République Ismaël Omar Guelleh suite au décès de son frère cadet Saad Omar Guelleh. Le prince héritier a imploré Dieu Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son paradis et a présenté ses condoléances les plus attristées au président de la République, à la famille, proches et amis du défunt. Fin de citation. Dans le cadre du projet de décret portant sur les nouveaux tarifs du réseau 4G abordé lors de la 16e séance du Conseil des ministres, la société Djibouti Télécom a organisé ce matin au Palais du Peuple un séminaire de formation pour les personnels commerciaux de Djibouti Télécom. Ce séminaire a été présidé par le directeur commercial de Djibouti Télécom, Mohamed Omar Wabali, ainsi que de hauts responsables de la société de Djibouti Télécom. Outre les officiels, ce séminaire s'est déroulé en présence de l'ensemble du personnel commercial de Djibouti Télécom, venu donc de la capitale et des régions de l'intérieur. Écoutons donc à présent l'extrait du directeur commercial qui a précisé que ce projet a pour objectif d'une part d'améliorer la qualité des services pour les usagers et d'autre part de lutter contre la fracture numérique et maximiser l'accès au réseau à toute la population djiboutienne. Voici ses propos. Collègues, communiquer est un besoin fondamental. À Djibouti Télécom, notre métier est de permettre à tous les Djiboutiens, aux entreprises, aux administrations, aux écoles, hôpitaux, de communiquer et de s'innover grâce aux nouvelles technologies. Autant dire que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, au service de la société djiboutienne dans son ensemble, et que nous devons nous remettre perpétuellement en cause pour adapter continuellement notre politique commerciale. C'est un enjeu majeur de développement pour notre entreprise. Ainsi, dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'abordabilité des services des télécommunications, conduite par son Excellence le Président de la République et exécutée par le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, est passé le mardi 8 octobre en Conseil des ministres un projet de décret portant sur les nouvelles tarifications des services 4G+, dont l'objectif principal pour Djibouti Télécom est de répondre aux préoccupations de la population sur les questions tarifaires et le mode de consommation des services 4G+. Notre séminaire d'aujourd'hui, qui réunit, je pense bien, je n'ai pas compté, l'ensemble des commerciaux, tous profils confondus, a deux objectifs principaux. D'abord, maîtriser les nouvelles offres 4G+,
pour mieux servir les clients. Alors je disais tout à l'heure un enjeu majeur, parce que si nous maîtrisons tous, ça voudrait dire que chacun, en ce qui le concerne, sera capable de transmettre convenablement, de convaincre et enfin de bien servir son client. Autre actualité de ce 15 heures, le secrétaire général du MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, et la directrice générale du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Aïcha Farah, ont supervisé hier le bon déroulement des présentations d'un atelier de formation au logiciel Scratch. Une quarantaine d'enseignants et de formateurs du CFEFF suivent cette formation qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du Code qui s'étend du 13 au 17 octobre à Djibouti et qui doit permettre à des milliers de jeunes sur tous les continents africains d'apprendre le code informatique gratuitement. Plus généralement, cette initiative Code Week vise à offrir aux jeunes les compétences numériques dont ils ont besoin pour réussir au XXIe siècle et contribuer activement à l'essor économique de l'Afrique. C'est aussi l'occasion pour les enseignants de découvrir l'intérêt du Scratch pour leurs élèves à la programmation. Rappelons que l'atelier des formations des formateurs au logiciel Scratch au CFEFF prépare une série de formations dans les écoles publiques dans le cadre de la Semaine africaine du codage. Nous aussi, nous sommes parmi ces pays africains qui célèbrent cette journée pour promouvoir l'informatique. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer aux enseignants l'intérêt du Scratch qui est destiné à nos jeunes élèves dès l'âge de 8 ans sur toute la République de Djibouti. Pour cela, je demande à tous nos enseignants de s'auto-former sur ce logiciel Scratch afin de ne pas bugger devant les élèves au moment où ils expliquent ou ils forment. Merci. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier de formation technique sur la régulation du secteur de l'énergie au Palais du Peuple, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Mohamed Kili Waïs. Cet atelier auquel étaient conviés durant 3 jours les cadres des différents départements ministériels et les représentants du secteur privé avait pour objectif de sensibiliser les responsables nationaux sur les enjeux ainsi que les avantages d'établir un cadre de régulation du secteur énergétique pour le développement durable de notre économie. Pour l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens en ce qui concerne la mise à disposition d'une énergie abondante et accessible à moindre coût. Il est important, a-t-il souligné lors de son discours, le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Mohamed Kili Waïs, que notre pays tirera un grand bénéfice de la mise en place d'une autorité de régulation dans le secteur de l'énergie. Voici ses propos. L'objectif de la tenue de cet atelier technique est fort opportun pour notre pays, car les résultats qui se sont dégagés sont décisifs pour l'affinement de notre politique énergétique qui est déjà bien définie pour les décennies à venir. Donc cet atelier a permis, entre autres, de sensibiliser les responsables nationaux sur l'importance et les avantages d'établir un cadre de régulation du secteur de l'énergie pour le développement durable de notre économie et pour l'amélioration des cadres de vie de nos concitoyens. Sur l'abordabilité de l'électricité, mais aussi pour l'attractivité de notre secteur privé et la diversification d'exploitation de nos ressources d'énergie renouvelable. Chers invités, ces travaux avec l'expert de la COMESA et tous les intervenants, dont je tiens au passage de les saluer et de les féliciter encore une fois. Le partage avec les responsables et les cadres djiboutiens de leur savoir-faire et leur expérience qui ont déjà fait leurs preuves dans plein d'autres pays de la zone et ailleurs dans le monde. Après la première journée de prise des contacts, la rencontre entre les entrepreneurs djiboutiens et les forces françaises stationnées à Djibouti qui portait cette fois-ci sur le secteur des infrastructures et le bâtiment et travaux publics, BTP.
L'organisation de cette journée avait pour objectif à rapprocher davantage l'armée française avec les entreprises djiboutiennes afin que ces dernières puissent exposer leurs activités. Il s'agit d'un moment d'échange et de partage sur les pratiques, les procédures et les contraintes des forces françaises stationnées à Djibouti, mis en relation avec les compétences, les savoir-faire et les propres contraintes des entrepreneurs djiboutiens. L'actualité dans les régions de l'intérieur, à Ali Sabié, dans le cadre de sa prise de contact, le préfet de la ville à Assadjoug, Moussa Danmigane, s'est rendu dans la journée du week-end dans la localité de Assamo. Le préfet de la région d'Ali Sabié s'est rendu tôt donc au village d'Assamo, village agro-pastoral, accompagné d'une forte délégation composée de son premier adjoint, Mohamed Hamad Abbas, du commandant chef de corps de l'armée Bias par intérim, le commandant Hamad, de la compagnie régionale de la gendarmerie, le lieutenant Abdillahi Ali Rayali, du chef du détachement de la police nationale, le lieutenant Ibrahim. La population de cette localité agro-pastorale lui a réservé un accueil chaleureux. Le sous-préfet de Adi Adé, Shaban Dahir, a ouvert les séries des discours et il a vivement souhaité la bienvenue au nouveau préfet. Les locales, les femmes, les agriculteurs de cette localité ont amplement fait connaissance avec le préfet. Fatia Idledoubad, la responsable de l'entreprise Halgan, ainsi que les agriculteurs ont exposé au préfet les différentes productions. Le préfet a noté également les doléances des habitants, puis dans son intervention, il n'a pas manqué de féliciter les habitants pour donc, le travail fourni. Il a ainsi mis l'action sur les réalisations qui ont vu le jour grâce aux efforts inlassables du gouvernement sous la conduite du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Et a dit qu'il, cette fois, à la région de l'Unité, où une équipe de l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, à sa tête le directeur général, Mahdi Mohamed, qui s'est rendu hier matin donc à Dikil pour une mission et une rencontre avec le nouveau préfet et le président du conseil régional. Cette délégation reçue par le préfet de la région, Adan Dalal Moussa, et le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Aré, se sont entretenus dans la salle de la réunion de la préfecture. Les principaux objectifs de cette mission consistaient donc à informer et sensibiliser les autorités locales sur des sujets et les projets qui sont mis en œuvre par l'agence djiboutienne de développement social afin que ce dernier s'implique davantage dans le processus d'exécution des projets. Godoria, donc à Obok, est considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti. Ce labyrinthe de canaux et de racines de palétuviers est une oasis grouante et où cohabitent des dizaines d'espèces animales et végétales. Explication. De l'importance de la protection de l'environnement. Dans le cadre de la réalisation d'un développement durable dans notre pays, le gouvernement djiboutien a initié par le biais de son ministère de l'Agriculture, de l'eau, de l'élevage, de la pêche et des ressources halieutiques, le PRAEF, programme d'appui à la vulnérabilité des zones de pêche côtière, dont l'une des composantes a été la restauration des mangroves de Godoria dans la région d'Obok. En effet, cette mangrove qui est la plus importante dans notre pays en termes de superficie, 240 hectares, et de ressources forestières halieutiques connaît une dégradation importante ces décennies. C'est pourquoi l'équipe du PRAEF est intervenue pour exécuter les travaux de restauration de la mangrove de Godoria. Pour plus ample précision, écoutons Mme Beydan Mohamed Mir, coordinatrice du PRAEF. À la restauration de la mangrove, il faut donc voir ça comme une activité qui est exécutée à travers la première composante de notre programme, l'appui à la résilience des habitats et du profil côtier. Nous avons estimé très important de travailler sur la mangrove de Godoria, principalement pour notre projet, parce que c'est la plus grosse mangrove à Djibouti, qui est aussi la plus luxuriante, la plus belle mangrove, comme vous le savez. Ce site connaît une détérioration qu'on a pu voir à travers une analyse à distance, à travers des images satellitaires sur les 10 dernières années. Donc cette dégradation que nous avons constatée a justifié un peu l'intervention de notre programme. L'objectif étant de restaurer
au mieux à travers différentes activités afin de rétablir cet écosystème qui est un écosystème très important pour la production. Comme vous le savez, la mangrove, c'est un peu les pépinières, non? Et donc, pour le secteur de la pêche, c'est très, très important de la maintenir, de la préserver et de la restaurer. Comme nous l'explique M. Omar Oudoun, leader de la communauté de Godoria, ce projet a été financé par le FIDA ASAP sans toutefois négliger l'intervention du PAM qui a mené une action Vivre contre travail dédiée aux ouvriers tout au long de cette opération. A signalé également la contribution précieuse de la préfecture et du conseil régional de Bok pour leur soutien logistique et administratif. C'est-à-dire que leur implication mérite d'être saluée quant à leur attachement à la forêt de Godoria, un site touristique d'une importance capitale pour la région de Bok. À ce jour, l'équipe du PRAEV a réalisé les travaux de reboisement de 2000 plantes de propagule, de rhizophéra, le nettoyage de 9000 hectares de bois, la fixation mécanique de 2500 linéaires de dunes et l'ouverture de 1500 mètres de canaux d'infiltration de l'eau de mer, comme en témoigne le président du conseil régional de Bok. Les autorités de la région, nous puissions vraiment convaincre la communauté, mobiliser les gens pour qu'ils viennent vraiment travailler ici. Donc dans ces cadres-là, dans les gens, la communauté, donc à travailler pour la restauration de cette mangrove-là. C'est un travail vraiment titanesque qu'ils ont fait. J'ai dit ça parce qu'ils ont travaillé aussi donc avec les mains, comme on dit. Donc il y a énormément de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de travail qui a été fait parce qu'il fallait d'abord déjà faire sortir tous les bois morts de cette forêt-là. Ça, c'est une chose. Et après aussi, il fallait faire les répiquages. Parce que vraiment, la restauration, c'est ça. Je dirais au ministère de continuer parce que là les communautés sont conscients au début, ils sont conscients de, vous savez, les potentialités halieutiques et touristiques de la région de Bok sont énormes. Donc la mangrove, si la mangrove est préservée et restaurée, c'est pour cela que la communauté est consciente que s'il y a des visiteurs, c'est parce qu'il y a la mangrove aujourd'hui. C'est ça en fait ce qui va nous réjouir, parce que là ils comprennent vraiment la portée de la chose. Quant au nouveau préfet de Bok, fraîchement nommé, se déclare favorable à la continuation des travaux du PRAEV. Le projet puisse prendre fin et qu'il n'y ait pas de relance de la part du gouvernement, de la part des partenaires qui ont certainement financé ce projet. La sollicitation et le souhait de la région serait qu'on puisse continuer ce projet afin que la population puisse s'approprier totalement et qu'ils puissent continuer cette activité, s'approprier premièrement des techniques, les techniques de préservation des mangroves, les techniques de comment produire, comment faire en sorte qu'il y ait d'autres, les espèces qui sont là, comment faire en sorte qu'ils puissent se développer. Ensemble, il est impératif de continuer ce genre de travaux pour la préservation de ce beau site de Godoria. C'est pourquoi il faudra plus d'implication de la part des décideurs politiques et de partenaires au développement pour la pérennisation de ce type de projet. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Nous parlions hier de forêts, de prosopis, mais des forêts, il y en a peu sur Terre. Les forêts semi-aquatiques qui font l'attraction des touristes pullulent sur nos côtes, des lieux d'habitat naturel très importants pour l'écosystème et la biodiversité. Il suffit de s'y promener pour apprécier la beauté de ces forêts de la mer. Il s'agit des forêts de mangroves. Certaines d'entre elles dépérissent. Pourquoi? Les explications dans ce reportage. De végétaux principalement ligneux qui se développent dans la zone de balancement des marées des côtes basses des régions tropicales. Les 4 principales zones de mangroves à Djibouti, d'abord à l'ouest de la ville, le long de la côte, une forêt en danger de disparition à cause de la proximité de la ville. Les îles Moucha, Godoria à 25 km au nord d'Obok, considérée comme la plus belle mangrove de Djibouti. Horangar et Rassian entre Obok et la frontière érythréenne. Ces véritables zones d'habitation à forte densité, ces forêts mi-aériennes, mi-amphibies sont essentielles pour la faune sous-marine et insulaire comme les oiseaux, les crabes, les rats ou encore les insectes. L'entrelac des racines des diverses espèces de palétuviers est une source de nourriture inépuisable, un lieu d'habitat et de reproduction naturelle pour les poissons. On compte à Djibouti 4 espèces de palétuviers, ces arbres qui développent 1000 astuces pour survivre. La mangrove est souvent définie comme étant l'ensemble de la végétation composée essentiellement de palétuviers qui se développent dans la zone de balancement des marées des régions littorales intertropicales. La mangrove colonise des zones alimentées en eau douce et à l'abri des courants marins comme les estuaires, les systèmes lagunaires, c'est-à-dire des zones calmes et peu profondes. On peut distinguer 3 types de mangroves. Les mangroves côtières qui ont la particularité d'être mobiles en fonction des déplacements des bancs de vase qu'elles colonisent.
Les mangroves estuariennes, fixes, situées à l'embouchure et dans les deltas de fleuves. Et enfin, les mangroves de récifs coralliens. Le terme générique de palétuvier désigne tout arbre ou arbuste capable de s'adapter à une vie en eau saumâtre peu profonde. La végétation spécifique de la mangrove dispose de mécanismes physiologiques adaptés à des conditions de vie très difficiles. La mangrove est l'un des écosystèmes les plus productifs du monde. Elle serait aussi productive que la forêt tropicale humide. 1 hectare de mangrove représente 300 tonnes de matière organique sèche et en produit environ 15 tonnes par an. Les forêts de mangrove couvrent au total environ 700 à 800 hectares et se trouvent actuellement en régression sous les pressions des interactions des facteurs naturels et celles dues aux activités de l'homme. En l'absence de sources d'énergie d'un coût abordable, le bois des mangroves est utilisé comme bois de feu par les communautés vivant près du littoral. À cela s'ajoutent les années de sécheresse qui ont engendré un afflux de nomades en nombre croissant dans la zone du littoral. En certains points, leurs chameaux paissent sur les mangroves. Outre l'intervention directe de l'homme avec la coupe de bois pour faire la cuisine, construction des huttes, le développement urbain apparaît aussi comme un facteur de dégradation important des mangroves autour de Djibouti-Ville. Si on n'adopte pas dès maintenant une certaine sagesse écologique dans l'exploitation des mangroves, on encouragera leur destruction ainsi que celle des multiples espèces qu'elles abritent, plus vite que le taux de régénération naturelle le permet, et ceci engendrera un déficit de biodiversité. Djibouti, avec ses importantes zones côtières et ses diverses conditions naturelles, sociales et économiques, a commencé à travailler sur la gestion intégrée des zones côtières depuis 2004. Le ministère de l'Agriculture est en passe de lancer un vaste programme pour la préservation de ces forêts. Et donc, en nouvelle du monde, en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma va être jugé pour corruption. Donc, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma donc sera jugé pour corruption dans une vieille affaire d'armement impliquant le groupe français Thales après le refus unanime vendredi d'un tribunal sud-africain d'abandonner les poursuites visant donc l'ex-chef d'État. L'ancien chef d'État est soupçonné d'avoir touché 4 millions de rands, soit donc une somme de 260 000 euros de pots de vin du groupe de défense Thales à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Et aux États-Unis, je vous le disais en titre, le président américain et la Chine donc, ont conclu une rencontre avec les Chinois. Cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est-elle sur le point de connaître une période de détente ? Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi qu'un accord commercial partiel avec la Chine avait été conclu. La Chine s'engage notamment à acheter des biens agricoles pour 40 à 50 milliards de dollars par an et à ouvrir davantage son marché aux sociétés américaines spécialisées dans les services financiers. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.